Microcapsule, retour d'une observation que j'ai effectuée sur moi-même assez intéressante. Il y a 4 jours, j'ai revu la vidéo de George Bush père qui annonce le 11 septembre 1990 le nouvel ordre mondial. A New World Order. Cette vidéo, je l'avais vue bien sûr il y a à peu près 5-6 ans la première fois. C'était au tout début de mes prises de conscience, donc j'étais dans l'ère assez complotiste, on va dire ça comme ça. Bon, je me suis trompée de terme, j'aurais pas dû. En fait, quand je parle de complotisme, je parle en fait d'approche manichéenne. Le fait d'opposer au mal, d'opposer le bien. Donc ça, c'est l'approche manichéenne, c'est le mental inférieur, c'est le mental binaire. Donc, forcément, tu auras une lecture de la réalité qui sera réduite. Tu ne pourras pas être dans cette approche vibratoire. L'approche vibratoire, c'est forcément que tu vas au-delà du bien et du mal. Mais en même temps, comment dire, j'ai toujours eu des luttes à l'intérieur de moi parce que j'ai toujours su que c'était pas bon ce qui était manichéen. Donc j'allais toujours par exemple dans mon approche artistique, j'allais toujours dans ce qui pouvait déranger. On pouvait pas savoir mon positionnement si j'étais pour ou contre quelque chose. Donc j'ai fait ce tablier où j'ai inscrit dessus Nouvel Ordre Mondial. C'est une composition textile donc que j'ai réalisée en superposant plein de morceaux de tissu les uns sur les autres et en cousant, je ne sais pas si on dit cousant, ouais, en cousant, c'est chelou, des lettres en tissu aussi avec bon bref, on s'en fout, je vais pas faire la description. Moi en fait la couture pendant longtemps ça a été le moyen pour moi de pouvoir être dans mon intensité, parce que la couture, le fait donc la couture avec la machine à coudre, hein, enfin j'ai fait aussi d'autres formes de couture, mais la couture avec la machine à coudre, c'est intense. Voilà, c'est tout. C'est intense. Et après, quand j'inscrivais ces lettres, je voulais créer des microchocs. En inscrivant Nouvel Ordre Mondial. Je savais que j'allais créer un microchoc. Bon, le résultat, c'est que les gens, ils s'en battaient les couilles parce que les gens, ils sont blasés. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que la mise en vibration et l'intensité, c'est beaucoup plus puissant par la parole, parce que le verbe et la parole, c'est ce qu'il y a de plus vibratoire. Et tu peux monter en vibration par la parole, ce que je ne pouvais pas forcément faire dans ma pratique artistique, où en fait j'étais plafonnée parce que j'exprimais mon intensité, mais donc j'étais dans mon énergie quand même, mais j'avais pas forcément l'amélioration du taux vibratoire derrière. Ouais, j'avais pas forcément ça. Bon bref, c'est une autre époque. Je reviens sur donc cette vidéo. Donc il y a 4 jours. C'est vraiment, vraiment, vraiment étrange ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai regardé la vidéo à peu près 15 fois de suite. Et à chaque fois, au même moment, c'est juste avant qu'ils disent and we will... non, il dit... Merde, putain, j'ai oublié. Alors, attendez, excusez-moi, je le remets parce que là, c'est pas bon. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Donc c'est le moment où il dit We have before us We have the the force. opportunity to C'est- forge Oh putain, for ourselves and je l'ai for revu. future generations Énorme. a new world order. New World A Order. world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Ah, c'est pas là. When we Je me are suis trompée. successful, Ok, c'était avant. we have before us the opportunity to The Opportunity, je l'ai revu. The Opportunity, je l'ai revu. Oh putain de chier de merde. Alors voilà, pardon l'opiote, excusez-moi. C'est ça. Donc, il y a 4 jours, à un moment donné, quand il dit The Opportunity, là, il y avait, je chopais en fait une interface où je voyais une langue de serpent qui sortait. En fait, qui sortait de sa bouche. Et 4 jours après, putain, je me remate la truc et je vois plus rien. Je vois plus rien du tout. Je me dis, attends, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Et voilà, ça se passe comment? Donc, en fait, nous sommes, vous savez, dans une réalité multidimensionnelle. Il y a des plans qui interfèrent avec notre plan 3D. Nous, notre plan 3D, tout est une question de fréquence. Vous savez, le mental en tant que tel, c'est un organe de réception qui peut se fréquencer en fonction de l'état vibratoire de la personne sur des plans. Et quand j'ai vu la langue, en fait, j'étais fréquencée sur la fréquence qui me permettait de voir ça. Et quand je l'ai revu, j'y étais plus. Donc je ne le voyais plus. Tout est une question de fréquençage. Il y a plein de situations, de personnes qui constatent, qui observent des ovnis dans le ciel, à plusieurs, mais tout le monde ne les voit pas. Parce que tout le monde n'est pas fréquencé de la même façon, et le fait d'être fréquencé pour voir, ça induit forcément une déshypnotisation de la personne. Parce que vous savez, il y a des expériences d'hypnose. Si un programmateur en hypnose induit à un individu sous hypnose qu'il ne voit pas la personne qui est en face de lui, il ne la verra pas. Et donc, si vous avez vu le film de Carpenter, merde, comment il s'appelle le Los Angeles Invasion, c'est ça? Non, c'est quoi déjà? Bon, le fameux film avec le mec qui met les lunettes et il voit tout. Il comprend qu'en fait, il y a des antennes qui sont là pour fréquencer les mentales des gens et qui font en sorte qu'ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir. Donc, ils ne voient pas les réalités interdimensionnelles. Et quand vous développez quand vous vous déprogrammez, on pourrait dire, de ce mental fréquencé sur la 3D, vous allez avoir votre perception, vous allez pouvoir percevoir dans les dimensions. Vous allez pouvoir percevoir les interdimensions. Et les interdimensions, elles peuvent être perceptibles, en fait, sur des vidéos, en fait, sur tout support. Mais il y en a qui ne le verront pas. Et moi, la preuve, c'est que, comme je dis, c'est qu'hier, je ne le voyais pas, je la voyais plus, la langue. J'ai putain, mais c'est quoi mon problème? Ah, là, je refais l'expérience pour voir. We have the force, the opportunity. Ouais, c'est très, quand il dit opportunity. Il faut pas vouloir le voir, en fait. Hein. Il faut pas essayer de vouloir le voir. Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, parce que, en fait, la perception, c'est vraiment un truc de ouf. C'est que là, encore, je la vois, mais pas trop. Il y a 4 jours, je l'ai vue, mais vachement, en fait. C'était, en fait, c'est comme si j'étais focalisée là-dessus et que je voyais que ça. Parce que mon esprit avait voulu amplifier la focalisation là-dessus. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Donc, là, on a affaire, donc, on pourrait dire, une intelligence reptilienne. Qu'est-ce qu'une intelligence reptilienne? Qu'est-ce que c'est? Alors, je précise que là, je suis dans une approche dans mes ressentis, dans ma perception. Et ce que je vais dire n'a de valeur qu'en termes de perception de ressenti. N'y voyez aucune vérité, parce que toute vérité induit du mensonge. Voilà. Donc, l'intelligence reptilienne, en fait, c'est un plan d'existence
qui sous-tend notre plan d'existence, auquel nous sommes liés parce que nous avons une partie reptilienne, nous avons une part de reptilien en nous. D'ailleurs, la science parle de cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, cette part reptilienne en nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le mode survie. C'est le mode survie. C'est notre partie, c'est notre ère jurassique en nous-mêmes, c'est notre ère de dinosaures, c'est notre ère primitive. Les dinosaures, c'est des êtres primitifs, ils sont programmés à bouffer et à se défendre. Ils ne sont pas évolués, ils sont dans la destruction, dans la prédation au niveau le plus, on pourrait dire, brutal et archaïque qui soit. Voilà, donc c'est une image, hein. J'utilise des images pour pouvoir se représenter ce que c'est que cette part reptilienne qu'il y a en nous. Cette part reptilienne, donc, elle est programmée en mode survie. Pourquoi elle est programmée en mode survie? Parce que c'est un système d'autodéfense. Pour moi, la partie reptilienne, c'est ce qu'on pourrait associer à l'orgueil. L'orgueil est un système d'autodéfense que l'individu se crée pour se protéger, compenser le manque d'amour-propre, la coupure d'avec l'origine, la blessure de rejet, la blessure de culpabilité. Donc, l'orgueil nous conditionne à toujours devoir nous défendre. Et le reptilien en tant que tel, c'est une intelligence qui n'a pas d'esprit. Et donc, n'ayant pas d'esprit, elle n'a pas de possibilité d'évoluer. Donc, n'ayant pas de possibilité d'évoluer, elle est obligée de toujours se maintenir, de toujours se défendre, de toujours se préserver dans sa forme, dans ce qu'elle est. Le programme reptilien, c'est un programme de maintenance dans la forme, de maintenance de ce qui est. L'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est te maintenir, c'est te protéger, c'est te défendre, c'est ton armure. Ça ne peut pas évoluer. La seule possibilité pour l'orgueil d'évoluer... Enfin, qu'est-ce que je raconte? La seule possibilité de l'individu d'évoluer quand il a de l'orgueil, c'est de pouvoir réintégrer son amour-propre, donc de ne plus avoir besoin d'utiliser l'orgueil comme défense, parce qu'il sera en fait protégé sans être protégé, parce qu'il n'y a plus de protection, mais par son amour propre. Donc, il y a des êtres, alors on pourrait dire des corps organiques, comme par exemple George Bush, c'est un corps organique, avec une génétique particulière, qui va lui permettre de pouvoir être catalyseur des plans des intelligences reptiliennes. Donc, comment est-ce qu'il va pouvoir être catalyseur des plans d'intelligence reptilienne? Par sa génétique. La génétique, c'est du support vibratoire. Et il serait intéressant de faire des tests génétiques plus élaborés que ce qu'on a aujourd'hui pour voir combien il y a de pourcentage de génétique reptilienne ou de génétique d'autres intelligences dans chacun des êtres. Parce qu'on a tous des pourcentages différents. En fonction des pourcentages, la capacité d'une personne à rentrer en support vibratoire avec les plans, avec certaines intelligences, variera en fait. Donc on peut imaginer qu'il serait potentiellement qu'on pourrait créer des corps avec une certaine génétique qui permettrait un meilleur catalysage de l'intelligence reptilienne. Voilà. Quand on sait qu'en fait les intelligences reptiliennes sont réputées être des généticiennes, enfin être généticien, être obsédé par la génétique, ça fait sens. Nous avons tous du reptilien en nous et notre principe de volonté, le principe même de la volonté dans l'homme, c'est sa capacité en fait à maîtriser ses propres ténèbres, donc à maîtriser ses démons, donc à maîtriser son serpent intérieur. Le reptilien, c'est aussi l'archétype du serpent. On va retrouver dans... Non, allez, je parle pas de ça. Le serpent. Le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est la manipulation, c'est la tromperie. C'est aussi le mimétisme, c'est aussi l'imitation. C'est aussi l'appropriation.
c'est aussi de mettre des copyrights sur tout alors que ça ne t'appartient pas. L'appropriation. Donc, le serpent, le principe de volonté, nous allons le mener en fait contre les forces en nous-mêmes, contre notre serpent intérieur, pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir en devenir le maître, et ainsi devenir maître de nous-mêmes, et ensuite utiliser cette part obscure, cette part reptilienne en nous, comme étant en fait notre essence au sens carburant en fait. C'est en maîtrisant ton propre serpent que tu récupères ton principe de volonté et que tu récupères la maîtrise de toi. Quels sont les attributs du reptilien, du serpent? C'est quoi? C'est d'avoir un sang-froid. Et c'est surtout de ne pas avoir d'émotion. Oui, ça c'est le propre même du reptilien. Le reptilien n'a pas d'émotion. Bon, moi j'ai eu une grande période. J'ai été très intéressée pendant très longtemps par la figure de David Bowie, qui se prononcerait d'ailleurs plutôt David Bowie. C'est d'ailleurs son nom, Bowie, il vient d'une marque de couteau. Et depuis toujours, je me suis toujours dit, quand j'avais 16 ans et que je m'intéressais à lui, je me disais, putain, il n'est pas humain, c'est pas possible. Et pourtant, je connaissais rien aux extraterrestres, j'étais quelqu'un d'assez matérialiste. Mais je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose là, il y a quelque chose il faut que je sache c'est quoi. Et ce qui me choquait le plus, c'est qu'il mimait les émotions. Ces émotions, il ne les ressentait jamais, il faisait semblant, c'était un mime. Et d'ailleurs, il a commencé sa carrière en tant que mime, parce que tous les indices sont là. Et je me disais, mais putain... Et donc, j'étais fascinée par lui, je le dis, hein, parce qu'il n'était pas humain, parce qu'il faisait semblant d'avoir des émotions. Et plus tard, ensuite, je savais qu'il fallait que je comprenne quelque chose, qu'il y avait un truc très important à comprendre par rapport à cette figure. Surtout quand, en fait, parce que pour moi, un George Bush, ça ne vaut pas un David Bowie, même si c'est tous les deux des corps, si vous voulez, des réceptacles d'intelligence reptilienne. C'est pas du tout, il ne faut pas tout mettre sur le même niveau, même si il est très important d'établir une hiérarchie, dans le sens que les intelligences reptiliennes sont de toute façon inférieures à l'humain, dans le sens où, pour le moment, elles ont une supériorité, et quand tu vois George Bush, tu vois qu'il est en jouissance. Il est en jouissance de sa supériorité sur l'humain, mais c'est une question de temps, parce qu'en fait, ces êtres-là ne peuvent pas avoir de conscience individuelle, ils n'ont pas d'esprit, donc ils sont forcément inférieurs. Mais ils attendent aussi que l'homme, à un moment donné, il manifeste suffisamment de désir, suffisamment de principe de volonté pour pouvoir intégrer son esprit et devenir un être conscient individuel. Sinon c'est eux qui nous dominent, de toute façon. Et ils attendent surtout que l'homme devienne maître de ses émotions, parce que s'il n'y a pas ça, de toute façon, on est maîtrisé par les sang-froids, on est maîtrisé par les grands lézards, parce qu'ils sont supérieurs à nous. Et donc, je savais que j'avais un truc à comprendre avec David Bowie. Putain, et ça, je l'ai compris il y a très peu de temps. Parce que il n'arrive pas, en fait, il essaye d'exprimer ce qu'il n'arrive pas à exprimer, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Donc, il ne peut pas transmettre des émotions dans sa musique. Il peut juste transmettre de l'intensité. Il transmet de l'intensité électromagnétique. Le rock'n'roll, c'est de l'électromagnétisme. Il y a autant de magnétisme que d'électricité. Donc lui, en fait, il transmet beaucoup d'intensité électromagnétique. Mais il ne sait pas transmettre de l'émotion. À chaque fois qu'il essaie de chanter des chansons, genre des trucs d'amour et tout, il n'y arrive pas. Ça passe pas. Ça passe, il y a un truc qui passe. Toi, tu peux ressentir de l'émotion, mais lui, il ne transmet pas ça. C'est toi qui fais un transfert, mais lui, il ne transmet pas ça. Et pourtant, il transmet pourtant, il y a quelque chose qui ressemble à de la souffrance dans ce qu'il transmet. Alors, voilà, et en fait, j'ai compris c'est quoi en fait cette intelligence qu'il y a derrière, c'était quoi son projet. Il faut toujours se poser la question, c'est quoi le projet derrière? C'est quoi le projet? Il y a plein de projets différents. George Bush, il n'a pas le même projet que David Bowie. Et en fait, le projet de David Bowie, de l'intelligence qu'il y a derrière, c'était de venir s'incarner sur Terre. Donc c'était un sacrifice, parce que quand tu es une intelligence comme ça, tu vas te sacrifier en descendant dans ce plan, parce que tu vas vivre l'expérience de la limitation, mais surtout tu vas vivre l'expérience de la souffrance. Et lui, il voulait vivre l'expérience de la souffrance, d'être enfermé dans un corps,
pour pouvoir, potentiellement, pouvoir ressentir c'est quoi d'avoir une émotion. Et donc, en fait, l'amorce d'émotion chez David Bowie, c'est l'expression de la souffrance d'être enfermé et d'être condamné dans ce plan d'existence. Et c'est surtout de l'avoir fait, tenez-vous bien, mais par amour pour l'homme. Et en fait, ce serait une sorte d'antéchrist reptilien, chelou rockstar, qui se serait sacrifié pour en fait ressentir la souffrance de ce que c'est qu'être réel. Parce que le seul être qui est réel, c'est l'homme. Qui peut être réel, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a la conscience individuelle, en fait. Tous ces êtres-là, ces intelligences, elles peuvent pas, parce c'est des consciences de ruche, donc c'est des consciences de programmation, et c'est des consciences qui sont programmées en mode survie pour préserver leur mémoire, pour préserver, en fait, ce qu'elles sont, quoi. C'est mortel, hein. Ça va forcément, ça va nulle part, ça peut pas évoluer. Mais là, on se dirait qu'il y a une sorte de truc bizarre avec David Bowie, c'est qu'il y aurait une sorte, peut-être comme s'il avait presque eu 5% d'humain en lui, et qu'il avait utilisé, ou alors 0,001%. Non mais je dis l'air complet, hein. Là on n'est pas dans du... Là je suis vraiment pas dans de la psychologie, là je suis dans de l'imaginaire, dans du freestyle complet, là. Mais genre qu'il aurait utilisé 0,01% de ce qu'il a d'humain en lui pour... pour en fait apporter sa contribution pour permettre à l'homme de comprendre en fait ce lien qu'il y a avec le reptilien, parce que c'est quand même un truc de ouf, hein. Parce que si vous voulez, David Bowie, en fait, il a fait une œuvre artistique. De toute façon, moi je mettrais toujours l'art au supérieur à tout, hein, supérieur à la politique, supérieur à tout. Et en fait, dans tout ce qu'il a fait, il a mis tellement d'indices, mais il a tout mis, putain, il a tout mis, quoi. Il a tout mis. Et il s'est dit, bon, allez, il faut que les humains soient assez intelligents. Allez, ils sont intelligents, ils vont voir. Ils vont avoir les yeux pour voir, ils auront l'intelligence pour comprendre. Pour comprendre quoi? Pour comprendre que nous, on était paumés, nous, on était foutus, en fait. Nous, les reptiliens, là, lui, il est un représentant de sa race, hein. David Bowie, c'est un représentant de sa race de la tribu du serpent. D'ailleurs, la tribu du serpent, si vous voulez, c'est une tribu qui est revenue dans toutes les civilisations, dans toutes les humanités, les races, comment on appelle ça, les races souches. Il y a toujours eu la tribu du serpent qui a débarqué et qui a conduit à l'anéantissement des races, mais parce que les races n'avaient pas su voir le mal venir et parce que elles s'étaient fait avoir par le confort. Les Atlantes, ils se sont fait avoir par leur confort. Ils étaient des dieux, ils avaient leur super diamant de connexion glande pinéale, de connexion au plan machin. Et ils se sont appesantis, ils se sont laissés dériver. Ils se sont complets. L'oisiveté en soi, c'est un péché, comme on dit. Et la tribu du serpent a débarqué, ils ont amené... Et en fait... comme ils avaient... En fait, par le confort, c'est toujours ça, on se fait niquer par le confort, parce qu'en fait, on nique nos sens, on nique notre sensibilité, on n'est plus aux aguets dans le confort. Faites l'expérience, partez marcher, confrontez-vous aux forces à la nature, vous allez voir comme vos sens ils vont être aux aguets, comme votre esprit sera vif comme la brise du matin. Mais dans le confort, tout ça, on endort, on laisse tout, et bam, le mal il arrive et on l'a pas pressenti. Dans le film Apocalypto de Mel Gibson, que je vous conseille, au début, il y a des Indiens d'Amazonie, bon, c'est des hommes animaux, on pourrait dire, qui sont plus ou moins dans une sorte d'espèce d'équilibre, d'harmonie, tout ça, et il y a les Incas qui débarquent, c'est la tribu du serpent, hein. Tribu du serpent, les Incas, c'est Quetzalcoatl, le serpent à plumes. C'est la tribu du serpent, ils débarquent, ils tuent tout le monde, et ils veulent en garder un. Ils veulent en garder un, c'est... on va dire c'est c'est l'Adam en fait, c'est l'Adam, c'est parce qu'en fait dans le film c'est le mythe d'Adam, enfin c'est comment dire, c'est pas le mythe d'Adam mais c'est l'archétype de l'homme et de la femme et de l'enfant et de la promesse de l'humanité. Et en fait la tribu du serpent, ils arrivent et en fait ils le veulent lui, ils veulent le sacrifier lui.
il le peigne en bleu parce qu'en fait, les bleus, les êtres bleus, en fait, c'est, si vous voulez, on pourrait dire, c'est la représentation des enfants du Christ, ou on pourrait dire ça comme ça, bref, les enfants du Christ, c'est encore une façon de parler. Mais la tribu du serpent veulent sacrifier, parce que le seul projet de la tribu du serpent, en fait, c'est de se nourrir du pouvoir de l'homme que l'homme ignore. Mais quand l'homme il va reprendre son pouvoir parce qu'il va se reconnaître lui-même, parce qu'il va comprendre que il est supérieur, donc il va récupérer son propre pouvoir, ben il y aura plus de prédation reptilienne comme ça. Ça pourra plus exister. Et d'ailleurs, il y a même des croisements, c'est tellement bizarre tout ça, mais il y a même des êtres qui sont croisés en fait et qui ont des métissages chelous où il y a de la part reptilienne. De toute façon, de la part reptilienne, on en a tous, on a tout parce que dans notre génétique, on a tout. En fait, on peut vibrer. Et bon, moi, si je vois la langue du serpent, si je vois la langue de George Bush, c'est parce que je vibre là-dessus aussi. C'est parce que j'utilise ma génétique en support vibratoire pour vibrer là-dessus et pour voir ça. T'es jamais séparé. Si tu vois le serpent, c'est que c'est ton serpent en toi qui te fait vibrer le machin. C'est que c'est ta part reptilienne. Tu rentres en résonance, en fait, en résonance vibratoire avec le truc. Toujours. Et moi, c'est pour ça, par exemple, que les extraterrestres, les trucs machin, les ovnis, moi, ça m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai pas envie de rentrer en résonance avec ces machins évolutifs, quoi. Ces trucs, tous les IT qui sont là, c'est de la merde, hein. C'est pas parce que c'est pas le moment. Parce que là, on est dans une époque où c'est la merde. Donc, de toute façon, ce sera de la merde. Enfin, c'est de la merde. Je préfère laisser ceux qui doivent s'en occuper. Moi, je préfère me concentrer sur des trucs plus évolutifs pour moi, en fait, qui ont plus de sens. Mais bon, là encore que c'est pas tout à fait honnête ce que je dis, parce que si je parle de reptiliens, je parle quand même des trucs involutifs de l'intra-terre. Mais j'essaye d'amener une certaine nuance, notamment en figure de David Bowie, parce que il faut quand même avoir de l'amour quand même pour l'homme, pour donner toutes ces informations, pour transmettre tout ce qu'il a, pour exposer tout ça. Et surtout, il fallait qu'il ait une amorce de désir, de ressentir la souffrance. Ce qui n'est pas le cas de tous les des George Bush, des machins comme ça, qui eux sont vraiment au mode, c'est vraiment des dinosaures primitifs, mais vraiment c'est du primitivo putain là, c'est waouh, c'est ras des pâquerettes parce que bon, c'est très primitif. Le fait même de désirer la souffrance, ça veut dire que tu veux désirer d'être réel, parce que c'est par la souffrance qu'on devient réel, parce que quand on souffre, on ne peut pas mentir. Bah, ça veut dire qu'il avait déjà compris que sa race était en voie de disparition et que, enfin, était en fait, en tant que tel, était inférieure, dans le futur serait inférieure, parce que ce qui sera supérieur, ce sera le réel. Putain, c'est compliqué ce que je dis. Enfin, c'est chelou, mais c'est fou parce que vous savez, quand on regarde les êtres, en fait, quand on développe sa sensibilité, on voit toutes les parts d'intelligence, et parfois on voit des êtres, par exemple, qui sont en fait en équilibre. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'équilibre des forces, l'équilibre des forces en nous-mêmes, des forces de ténèbres et des forces de lumière en nous-mêmes. Et on voit des fois des êtres, et c'est ce qui fait la beauté, c'est quand un être, il est en train d'équilibrer ses forces en lui-même, et qu'il a maîtrisé son serpent intérieur. Il l'a maté, son serpent, et il l'a utilisé comme principe de volonté. Ça, c'est beau. Et qui y met son cœur, son intelligence et son humour. Ça, c'est chouette. Parce que le vouloir faire la guerre pour faire la guerre, de vouloir détruire pour détruire, c'est pas très intelligent en tant que tel. On est fait de tout ça. On est fait, dans notre génétique, on est fait de tellement de choses. Quand tu veux te débarrasser d'un truc, c'est qu'il y a un problème en toi, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas résolu. Et
c'est que tu as cette blessure de culpabilité, c'est que tu te crois impur et que, en fait, le poison que la tribu du serpent est venue mettre dans l'homme, c'est la blessure de culpabilité. C'est la culpabilité, c'est la croyance, c'est se croire impur, c'est se croire indigne. Et c'est par là qu'on est maintenu sous emprise, parce que tant que tu te crois impur, tant que tu te crois indigne, tant que tu te crois inférieur, tant que tu te crois une créature, eh ben, tu peux rien faire. Tu peux même pas, tu n'oseras jamais rien. Tu n'oseras jamais rien. Tu n'oseras jamais parler. Tu n'oseras jamais rien tenter. Tu n'oseras jamais te rebeller contre ton propre esprit qui te la colle. Tu ne seras jamais capable de manifester ton putain de principe de volonté. C'est là que ça repose. C'est sur ce poison de culpabilité. Et à partir de là, vous allez voir que ça, c'est le cœur du serpent. Tout émerge de la blessure de culpabilité. Bon, j'ai le chat. J'en peux plus de ce chat. Mais à chaque fois que je fais des vidéos, mais il fait les pires conneries, quoi. Et là, je l'ai mis dehors et ça y est, il hurle à la mort. Putain. Mais je me fais maîtriser par cet animal. C'est un truc. Oh là 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 là. Il y a un film d'ailleurs, je fais une petite parenthèse encore. Cat People. Cat People, c'est un film dont la musique a été faite par David. Et c'est un film qui parle... Attendez, il s'appelle vraiment Cat People. Est-ce que c'est Cat People? Cat People, film... Ouais, c'est ça, 1982. Ta gueule, putain, mais ferme-la. Mais il va rien lâcher, hein. Il me regarde avec son air. Je sais, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait 10 minutes. Putain de chien. J'en peux plus. Ah. C'est horrible. Et ça me fait travailler sur moi-même, bien sûr. Et donc dans ce film, et en fait c'est un film sur les, comment on prononce ça, les shape-shifters, comment on appelle, attendez, les change-formes, alors change-forme, shape, ça s'écrit shape, putain je sais jamais comment ça se, shape-shifter, 2 minutes, les shape, merde, comment on appelle ça? Mais ta gueule! Mais aide-moi au lieu de miauler. Les shape-shifter, change fort. Donc c'est un film qui parle de ça, où en fait c'est un film où il y a des hommes, enfin des humanoïdes qui se transforment en chat, mais c'est le chat qui est utilisé parce que le chat c'est il a une pupille reptilienne, le chat, et aussi parce que le chat c'est un être interdimensionnel aussi, il est très plastique, c'est un félin, il s'adapte, il est fluide. Et donc, ça c'est un peu l'archétype, si vous voulez, du reptilien qui est entre les dimensions et qui passe inaperçu, un peu comme un chat. Bon. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Eh ben je sais pas, putain, je sais pas. Non, c'est juste pour donner une référence cinématographique en fait. Il y a une chanson de David Bowie qui s'appelle Cat People aussi. Et ben voilà, en fait il n'y a pas de transition, il n'y a rien. Et je voulais juste parler, en fait là je vais mettre une vidéo que j'ai faite il y a à peu près 1 an et 1 mois, à peu près, que j'avais supprimée de ma chaîne YouTube, je sais plus pourquoi, bon, problème interne. Et en fait, dans cette vidéo, je vais parler de Abby Warburg, je vais parler d'électromagnétisme, je vais parler du serpent, et je vais parler de la maîtrise du serpent, et je le dis, je le redis, la maîtrise du serpent intérieur, c'est le principe de volonté. Il faut équilibrer les forces en nous. On est là pour équilibrer les forces, on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour mener des vendettas, pour partir en mode évangéliste contre les forces du mal. Non, 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 non. On est là pour équilibrer les forces en nous-mêmes. C'est ça qui fait notre réalité. Notre réalité, ça dépend de notre capacité à équilibrer les forces en nous. Donc, je pourrais développer plus sur l'aspect reptilien, sur cet aspect en nous primitif, de mode survie, analytique, calculateur, principe de volonté exacerbé,
goût pour le pouvoir sur l'autre, alors qu'il faut pouvoir inverser en pouvoir sur soi-même. Il faut prendre tous les attributs, en fait, intéressants, le sang-froid, tous ces attributs-là, il faut les prendre. Il faut se les approprier et il faut en faire nos forces. C'est ça aussi le message qui se cache dans le film Apocalypto du sauvage, de l'Adam en fait, qui est un peu trop naïf, qui a pas d'expérience, qui rencontre le mal et qui justement symboliquement c'est comme s'il bouffait du serpent et qu'il en faisait sa force pour ensuite après pouvoir élever son enfant. Et surtout, avoir les signaux suffisamment aiguisés pour pressentir à nouveau les dangers. Parce qu'à la fin, il y a les Espagnols qui débarquent. Les Espagnols, on sait qu'ils vont à nouveau amener la civilisation au progrès, mais qu'ils vont amener l'anéantissement, la destruction. Que les Espagnols, ça représente encore une fois la tribu du serpent. Mais le truc, c'est que c'est très important, nous, qu'on comprenne notre défi en tant que notre humanité, la sixième, et la sixième, il y a un lien entre le 6 et le 666, parce que nous, on est donc l'homme carbone densifié dans le corps de carbone, c'est l'archétype, c'est le 666, et dans l'évolution, on va vers le 777. Le 777, c'est l'être carbone qui devient cristal, qui s'éthérise, donc ça, c'est notre devenir. Mais il faut bien comprendre que dans notre défi, nous, en tant que 666, c'est que le mal, il est en nous. Le serpent, il est en nous. Il faut arrêter de voir les trucs à l'extérieur. Le complotisme, c'est encore un problème, c'est un cerveau binaire qui n'a pas su être mis en vibration, dans le sens que c'est un cerveau binaire qui est hypnotisé, parce qu'il est fréquencé sur le 0-1, sur le plus, le moins, sur le bien et le mal. Ça, c'est un mode binaire qui peut pas évoluer. Et quand tu évolues, en fait, justement, avec ton développement de conscience, tu comprends que le mal, il est en toi, que le serpent, il est en toi, et que tu commences à comprendre c'est quoi ce serpent qui est en toi. Et qu'il ne faut pas le dégommer, prendre le sabre et bam, le couper en deux. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est une danse. Vous allez voir, donc je vais vous parler d'Abby Warburg d'ailleurs Abby Warburg, je ne sais plus si je le dis dans la vidéo, mais c'était un mec qui a fait des études un historien d'art avant-gardiste extraordinaire, génial, qui venait d'une famille de banquiers, mais les banquiers, comme on dit, les banquiers juifs qui contrôlent le monde. Ça c'est un peu ridicule de dire ça comme ça. Hein. Franchement, c'est débile. Mais donc, d'ailleurs, il a complètement coupé avec sa famille. Mais je pense quand même qu'il a bénéficié d'une aide financière. Et il a fait un travail, justement, de dépolarisation bien mal. Il a mis une logique dans l'histoire. Et cette logique, c'est le lien entre l'homme et la tribu du serpent. L'homme et le serpent. C'est ça le truc. Et aujourd'hui, notre lien au serpent, encore une fois, donc c'est en nous-mêmes. Et on est là, on n'est pas là pour détruire, on est là pour composer avec, être plus intelligent, l'utiliser comme une force pour faire notre principe de volonté. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, à la prochaine. Liens qui se sont créés en fait dans mon esprit. J'ai compris certains sujets qui m'avaient obsédée pendant des années et j'ai compris pourquoi ces sujets-là m'avaient obsédée. Tout tourne autour de l'électricité. Et c'est marrant parce que mon grand-père, il était électricien. Et toute sa vie, il a posé des câbles, il a posé des ampoules. Jusqu'à la fin de sa vie, il se levait très tôt le matin pour vérifier si toutes les installations étaient OK, s'il n'y avait pas de problème d'ampoule qui dysfonctionnait. Et en effet, quand on parle d'électricité, on pense spontanément aux installations électriques, à la modernité, à tout ce que l'ère industrielle nous a amené comme progrès pour éclairer nos habitats. Mais je vais apporter une autre définition de l'électricité. C'est un sujet, je vais m'engager sur une pente complètement glissante, mais de toute façon, c'est mon approche, parce que je ne me considère pas comme scientifique ou quoi que ce soit, je me considère juste comme quelqu'un de sensible. Et je dirais même une artiste, parce que un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui court-circuite le mental pour se connecter direct à son sens intuitif. Et s'il a des capacités développées, il peut se connecter à ce qu'on appelle le champ informationnel. Ça, c'est les génies qui font ça.
c'est les génies qui, en se connectant au champ informationnel, amènent des inventions, des révolutions de technologie ou autres. Alors, quand je disais tout à l'heure que les fils se sont touchés, que j'ai compris qu'il y avait un sens, un fil conducteur entre mes obsessions depuis longtemps, eh ben, ouais, en fait, je suis remontée à plus de 10 ans, quand j'étais encore étudiante à l'école des Beaux-Arts. Il y avait eu un séminaire sur un certain théoricien d'art, très original, qui s'appelait Aby Warburg. Il était issu d'une grande famille de banquiers, peut-être une des familles les plus puissantes et influentes du monde. Mais il s'était détourné de sa propre famille pour développer ses recherches et une vision nouvelle et déroutante de l'histoire, de l'art. À son époque, on était habitué à une lecture linéaire de l'histoire, c'est-à-dire liée au temps linéaire. Et lui, en fait, il a apporté une approche complètement hors du temps. Il a créé des rapprochements insolites entre plusieurs formes d'art. Il a mélangé les époques, il a mélangé les cultures, les civilisations. Et il a créé un immense atlas où il a rapproché des symboles, des formes entre elles pour créer un lien. C'est pas évident. Il a mis en avant, donc Aby Warburg, une certaine résurgence. Quelque chose qui revient toujours dans toutes les formes d'art, quelle que soit l'époque, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la culture. Et cette résurgence, elle portait un nom, il avait donné un nom, mais je ne m'en rappelle pas parce que, et j'ai pas voulu rechercher, j'ai pas voulu retourner, replonger dans ses travaux. Je lui donnerai simplement un nom. Voilà, donc là je fais une petite interruption de grossesse, oui, dans le sens que quand j'ai fait cette vidéo, j'avais pas accouché complètement de mon idée. Et d'ailleurs, je galérais, j'en chiais ma race pour faire descendre les informations. Et il m'a fallu du temps un peu pour digérer tout ça parce que il faut avoir un... Si tu es juste branché sur ton mental binaire, tu peux pas capter le machin. Donc le lien que Aby Warburg a fait avec toutes les formes d'art à travers toutes les époques et à travers toutes les cultures, c'est toujours le lien, c'est-à-dire le serpent. À chaque fois, il y a un serpent qui revient quelque part. Le serpent, le serpent, le serpent. Donc, vous reprenez les représentations de la Vierge Marie pose son pied, les statues de la Vierge Marie, elle pose son pied, elle maintient le serpent avec son pied. Le Shiva, bon lui il s'est pas trop intéressé à l'ésotérique hindouiste et l'iconographie tout ça, mais bon Shiva il tient le serpent, donc là lui il va parler des Hopis, toute l'histoire de la peinture religieuse, il y a toujours des serpents, et en fait le serpent, donc l'homme, son but, son objectif c'est de réussir à maîtriser le serpent, mais sans le détruire. Parce que le serpent, il est ni bien ni mal, il est ni mauvais ni mal. C'est l'homme qui est lui-même empoisonné par sa blessure de culpabilité. C'est l'homme qui se croit impur, donc c'est l'homme qui croit qu'il doit se purifier. C'est l'homme qui croit au diable. C'est l'homme qui, par son poison de culpabilité, amène le mal. Mais quand il comprend que ça vient là de mal, de sa blessure de culpabilité, il comprend qu'il n'y a ni bien ni mal et qu'il doit équilibrer les forces en lui et que le serpent, ça représente en fait son électricité, donc son intensité. Il n'y a pas d'intensité s'il n'y a pas de serpent. Dans le film Apocalypto, le héros, il devient un homme parce qu'il affronte la tribu du serpent. Mais il les détruit pas, il va pas les dégommer. Enfin, il se défend à un moment donné, il en bute quelques-uns, je crois. Mais il intègre, en fait, un principe d'intégration, c'est toujours pareil. Un principe d'intégration qui lui permet de pouvoir avoir l'intelligence, l'amour et la volonté lui permettant d'équilibrer les forces en lui-même pour avoir son feu, pour récupérer son feu.
C'est ça le truc. Et donc, Aby Warburg, c'est passionnant parce qu'il a créé un lien, tout un lien dans toutes les formes d'art par rapport à ce lien de l'homme avec son serpent, avec le serpent. L'expression du flot de la vie. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que ce soit dans des sculptures antiques, dans des peintures, mais même dans des arts plus traditionnels ou que nous on a qualifiés de primitifs mais qui sont encore présents aujourd'hui sur la planète, il y a l'expression de cette danse de la vie. Il a par exemple... Alors, ça va être difficile à articuler. Aby Warburg, donc, de par son intérêt pour toutes les formes d'art et de culture, il a beaucoup voyagé. Et il s'est rendu aux Amériques. Il a rencontré les Indiens Hopis. Et il a découvert un rituel. Je crois que c'était un rituel de passage. C'est-à-dire que c'est un rituel qui est pratiqué pour qu'une personne qui n'est pas encore adulte le devienne. Donc qui passe du stage, on va dire, de l'enfance au stage adulte. Et ce rituel de passage, c'est le rituel du serpent. Il consiste, pour la personne qui le pratique, à tenir en fait un serpent à sonnette entre la mâchoire. Alors, il ne doit pas le tenir très longtemps, mais il doit réussir à le maintenir un certain temps, à maîtriser le serpent et surtout à ne pas se faire piquer et donc à ne pas mourir. C'est un rituel extrêmement dangereux. La personne qui le pratique n'est absolument pas assurée de le réussir ou pas. Attendez, je vérifie si... Ouais, j'étais pas sûre parce que cette carte, elle a tendance à déconner. Donc, la personne qui pratique ce rituel n'est absolument pas sûre de le réussir ou pas. Et Aby Warburg a observé le rituel du serpent. Il a aussi observé les peintures, les sculptures antiques, ou même jusqu'à la Renaissance. Il a mis en parallèle ce rituel du serpent avec par exemple la sculpture du Laocoon, où on voit un espèce d'homme-dieu qui est en train de se battre avec un serpent monstrueux, enfin, comment dire, un serpent de taille qui symbolise les forces démesurées de la nature. Et il exprime justement, Aby Warburg, que le flot de la vie exprimé dans l'art tient justement de cette relation instable, de tension dangereuse entre l'homme et la nature. Alors, c'est pas évident à dire. Quand l'Indien Hopi fait son rituel, il n'est absolument pas sûr de survivre. Il doit lui-même affronter sa peur. Il doit affronter la force en lui, qui est là pour le détruire. Mais il doit la dominer. Mais pas pour l'enfermer, parce que le serpent à sonnette, il va le maintenir dans la mâchoire, mais après il va le relâcher. Il ne va pas le décapiter, le détruire ou l'enfermer dans une cage. Il va l'affronter, d'égal à égal. Et Aby Warburg exprime que justement, l'homme étant, comment dire, tant que l'homme étant est dans ce rapport instable avec les forces de la nature et qu'il sait qu'il n'est pas le maître de ça, il sait que sa place est potentiellement toujours remise en question parce qu'il peut être détruit par ces forces-là. Tant qu'il est dans cette relation, comme la figure de l'homme dans la sculpture du Laocoon, tant qu'il est là-dedans, alors
la vie s'exprime, alors il est vivant. Et c'est là qu'il amène un élément très très important qui, moi, m'avait, à l'époque où j'étais encore, il y a plus de 10 ans, qui m'avait beaucoup parlé. Il amène, pour lui, il explique que l'avènement de l'électricité, l'installation dans toutes les villes des circuits électriques et de l'électricité est ce qui va causer la perte de l'homme, ce qui va causer sa destruction. Pourquoi? Parce qu'il va comparer le câble électrique avec le serpent à sonnette. Et il va dire qu'avec la gaine qu'on met autour du câble électrique pour protéger l'électricité à l'intérieur, pour pas que l'homme s'électrocute, et bien symboliquement, l'homme est en train d'enfermer la force primordiale de la nature pour la contrôler et pour la maîtriser complètement. Et croire qu'il la maîtrise. Or, il ne la maîtrise pas. Et quand il croit qu'il est en sécurité, quand il croit qu'il a enfermé la force, qu'il a maîtrisé la force, alors il signe son arrêt de mort. Et c'est intéressant parce qu'Abby Warburg venait donc de cette grande famille de banquiers. Bon, voilà, on va pas tomber dans le complot, les banquiers dominent le monde. Enfin, je veux dire, le complot, il existe. C'est pas de le dénoncer que de créer un complot. Mais bon, bref. Mais justement, il venait de cette famille, d'une famille très puissante comme ça, et lui, parce qu'il a amené d'un point de vue très, très fin, très subtil, il n'est pas venu envoyer des messages de dénonciation. Il l'a mis subtilement en avant via l'art, via une immense encyclopédie où il met en avant le principe de vie. Eh bien, il amène un contre-pied très intéressant par rapport à ce qu'on appelle le progrès, qui en fait est ce qui justement va nous faire tomber. Et là, on arrive à la conférence donc, du docteur Thomas Cowan qui a été donnée à un sommet sur la santé en Arizona, là c'était le 12 mars 2020. Ce docteur explique que la 5G donc, est extrêmement nocive pour le vivant, qu'elle crée une perturbation intolérable pour le vivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre en parallèle des grandes épidémies qui se sont déroulées dans l'histoire avec l'installation de grands réseaux électriques. Donc, je vous invite à regarder cette conférence. Et donc forcément, à la fin de la conférence, il pose la question, il demande aux gens, savez-vous quelle est la première ville du monde où il y a eu le plus gros déploiement d'antennes 5G? Et voilà, il répond, c'est à Wuhan. Il explique aussi que le virus, c'est ce que la cellule qui a été empoisonnée, intoxiquée, recrache. Donc le virus, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, c'est ce que la cellule recrache. Par contre, le corps est perturbé, le corps est contaminé, le corps est attaqué par l'électricité, par les ondes, il est attaqué et il doit recracher sous forme de virus l'empoisonnement qu'il a reçu. Alors là, j'ai pas encore... Il faut encore que je peaufine tout ça parce que comment expliquer qu'il y a véritablement des virus qui sont créés en laboratoire? Comment expliquer qu'il y a des virus ce qu'on appelle virus, en fait, il y a toute une manipulation au niveau des termes. Ce qu'on crée en laboratoire, ce sont des empoisonnements de cellules qui sont
envoyés, on va dire, dans l'air et qui sont véhiculés via les ondes électriques. Alors, je sais que ce que je dis là, ça paraît complètement dingue, mais il faut pouvoir arriver déjà à comprendre que toute la matière n'est qu'une question de fréquence. Et que nous sommes des récepteurs. D'ailleurs, le cerveau est exactement comme un poste de radio. Nos pensées ne viennent pas de nous, nous les captons. Je pense donc que je suis la plus grande des conneries qui soit. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de penser, donc capable de percevoir une onde, que vous êtes... Non, parce qu'on n'est pas... Tant qu'on ne s'appartient pas soi-même, tant qu'on n'a pas compris d'où venaient les pensées, on ne peut pas devenir, on ne peut pas être, parce qu'on ne s'appartient pas nous-mêmes. On est possédé par des pensées. Donc, les virus, disons comme ça, par exemple, le Covid-19, on envoie des perturbations, certains signaux, des signaux, qui sont véhiculés via les ondes électriques, qui viennent perturber, attaquer le vivant, et nous, on réagit face à ça en rejetant le poison, donc les cellules rejettent le poison, et ça crée le virus. Ça serait ça. C'est là où j'en suis actuellement au niveau de comment est-ce que je perçois la chose. Ça peut évoluer. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je ne sais pas. C'est ce qui me paraît le plus logique. Donc pour en revenir aussi, pour en rajouter par rapport à aux éléments de Béchamp et des microzymas, les microzymas c'est encore plus petit que les cellules. Les microzymas c'est ce qui va créer les cellules, des cellules spécifiques qui vont ensuite agir et recracher le virus. Et donc, pour en revenir à ce que je disais dans les autres vidéos, il faut encourager le travail des microzymas et de l'intelligence. Mais le problème, c'est quand on est attaqué de toutes parts. Bon, bah super, on prend de la vitamine C, génial. Mais on doit développer notre niveau de conscience. Parce que si, nous, consciemment, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne pourra pas envoyer l'information à notre corps pour lui expliquer qu'il peut s'en sortir. L'électricité. Bon, il y en a 10. 2 sons de cloche. L'électricité, ce n'est pas ce qu'on croit. L'électricité, il y en a deux. Il y a la fausse et la vraie. Nous, avec ce qu'on nous fout là, avec la 5G, avec cette grille d'électricité qui nous est installée depuis l'ère industrielle, depuis tout ça, c'est une électricité qui vient artificielle, qui vient contrer la vraie électricité. La vraie électricité, c'est l'électricité de vie. Quand on se connecte à l'esprit ou au champ informationnel, on appelle ça comme on veut, on reçoit des courants électriques. Quand je dis qu'on est des postes de radio, on est des récepteurs. On reçoit des courants électriques qui sont des courants électriques de vie et des courants électriques informationnels où les vraies informations peuvent arriver. Là, il y a encore des liens qui se sont créés par rapport à des choses qui sont liées à ma vie, à mon expérience. Quand j'étais adolescente, j'étais pas bien. En fait, pour faire court, j'ai subi à l'âge de mes 15 ans, et ça je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, tout ce qui m'était arrivé, une opération des dents de sagesse qui s'est infectée. À partir de là, j'ai commencé donc une anesthésie. J'ai subi une anesthésie générale et je sais qu'il s'est passé des choses pendant cette anesthésie. Des influences occultes ont pénétré ma psyché. Et donc à mon réveil, ça s'est infecté. À partir de là, j'ai commencé sérieusement à descendre en enfer. Et à me sentir pas bien dans ma peau du tout. Et j'ai développé une adoration, une fascination pas normale pour David Bowie. Alors,
bon, ça peut faire rigoler parce que déjà à l'époque il était vieux, donc c'était déjà ringard, mais je suis tombée vraiment en adoration devant cette figure. Et c'est intéressant parce que il y a encore un lien avec l'électricité. À l'époque de Ziggy Stardust et ensuite de sa figure qu'il a créée juste après, Aladdin Sane, David Bowie utilisait un symbole, qui est d'ailleurs un symbole occulte, de l'éclair. Cet éclair, on le retrouve chez les nazis. C'est le double éclair qui est aussi repris dans le double S de SS. Et cet éclair symbolise le vril. Voilà, bon, j'arrête ici parce que je repars de la société Vril et tout, et puis en fait, bon, j'en ai déjà parlé, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ce que j'ai vécu, je me permets de faire un petit débrief. Enfin, je me permets, genre comme si j'allais m'auto-déranger moi-même. Je fais un débrief par rapport à cette fameuse opération des dents de sagesse que j'ai subie, et après toute la désorganisation, le chaos, les fascinations morbides que j'ai pu avoir. En fait, en soi, c'était pas que des fascinations morbides, parce que il y a un lien, hein, même David Bowie, le serpent, l'électricité, tout ça, tout est lié. Mais le serpent, et donc après il faut comprendre que le serpent il est intérieur, qu'il faut maîtriser ses forces intérieures. Et moi quand je me revois parler, je vois qu'en fait j'ai un serpent, enfin j'ai un serpent en moi, enfin j'ai un aspect reptilien. Même des fois j'ai vu ma langue qui sortait, ça fait vraiment très reptilien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le problème, en fait, c'est l'inconscience. C'est-à-dire que on a tous un serpent en nous, on a tous un serpent intérieur, mais comme on est inconscient des forces, on est inconscient de l'occulte, on est inconscient de notre propre inconscient, c'est le propre de l'inconscient d'être inconscient, ben, on ne se rend pas compte qu'on fait le mal. On ne se rend pas compte qu'on est menteur, on ne se rend pas compte qu'on est hypocrite, on ne se rend pas compte qu'on est calculateur, qu'on est intéressé, qu'on n'est pas... qu'on a tous ces aspects, ces mauvais penchants, ces mauvais aspects du serpent. Oh putain. Et le truc, c'est que l'équilibre des forces, ça amène forcément de la transparence. Et donc, bon bref, c'est fini. J'ai tout dit. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, quand tu vis une expérience traumatique, déstructurante, c'est ce qui va justement en fait te permettre à l'esprit de pouvoir s'infiltrer. C'est-à-dire que la désorganisation, le choc, le traumatisme, c'est en fait les failles qui vont permettre l'infiltration par l'esprit de, on va dire, des énergies de vie. Enfin, s'il n'y a pas de perturbation, de choc des structures, ça marche pas. Moi, il y a 2 mois, j'avais un phénomène étrange qui se produisait en moi, c'est qu'en fait, j'entendais dans ma tête, j'entendais des sons. Et en fait, ces sons, genre, j'avais entendu un son je l'avais déjà raconté, mais j'avais entendu des sons comme des sons de bateaux. Et en fait, ces sons que j'entendais à l'intérieur de moi, ils me faisaient complètement trembler de l'intérieur. Et c'est ça la vibration. La vibration, ça a toujours à voir avec des secousses, des tremblements. Et donc, en fait, tout ce qui va être de l'ordre du choc, ça va être en soi une secousse qui va être utilisée par notre propre esprit pour pouvoir s'infiltrer, parce que l'esprit, comme c'est de la vibration de vie, pour que ce soit vivant, il faut que l'individu soit choqué, soit tremblant, sinon ça ne marche pas. Hein, c'est toujours le même problème, hein. Le danger, le vrai mal, c'est le confort. Le confort, c'est la mort. Le confort, c'est l'endormissement. Tu t'appesantis, c'est l'inertie. Et moi, quand je me mets en colère contre des personnes, des fois par exemple des personnes qui me contactent et qui ont besoin de mon aide et tout, quand je me mets en colère, c'est contre l'effort d'inertie. En fait, ce qui me fout le plus le dégoût dans la vie, qui génère en moi le plus, qui peut me mettre en colère en fait. D'ailleurs, j'ai eu aussi j'en parle pas. Ce qui va déclencher chez moi les foudres, c'est quand je vais pressentir les forces d'inertie. Donc c'est la personne qui se laisse prendre, qui veut pas se mettre en colère, qui n'ose pas, qui se laisse dériver, qui demande à l'aide, mais en fait elle n'a pas forcément manifesté le désir de s'en sortir réellement, donc en fait elle continue de te prendre ton énergie. Ça c'est un truc, mais ça me fout en colère. Et toute ma vie, moi comme j'étais très intuitif, j'ai toujours été très intuitif, très dans le ressenti, j'ai eu pendant longtemps un problème, c'est-à-dire que comme j'avais été opérée, j'avais un problème à la bouche, je ne pouvais pas parler, donc j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à verbaliser, mais je pressentais toujours. Et donc, volontairement, j'allais pas dans les
j'étais, comment dire, je me préservais en étant solitaire et en fuyant les relations humaines qui allaient, je sentais, m'aspirer et me prendre mon feu et mon intensité. Donc je fuyais ça et je me réfugiais dans des pratiques artistiques où je pouvais exprimer mon intensité. Mais après, grâce à le supramental, Bernard et tout ça, là j'ai pu avoir des éléments de compréhension. Et depuis que j'ai pu avoir des éléments de compréhension, j'ai pu en fait réussir à pouvoir activer mon verbe et ma parole. Et là tu te rends compte que là tu as l'outil, tu as l'âme fatale qui va te permettre d'équilibrer les forces en toi. Et puis petite dédicace pour la fin, le meilleur pour la fin, toujours. Le fruit défendu, mais qu'est-ce que c'est que le fruit défendu? S'il vous plaît, donnez-moi la réponse. Le fruit défendu, et je remercie Enera qui m'avait évoqué ça, c'est justement la pomme d'Adam. Elle est où la pomme d'Adam? C'est quoi la pomme d'Adam? C'est la gorge, c'est la thyroïde, c'est à la fois ce qui gère les émotions, ce qui me permet de maîtriser les émotions, mais c'est aussi le support de la parole, de la voix. Donc le seul fruit défendu, c'est la parole. Et c'est par la parole que tout s'active. Et le fruit défendu, c'est pas le fruit de la connaissance, c'est le fruit pourri, la connaissance. La connaissance, c'est ce qui remplace le savoir. Et c'est ce qui se fait passer pour le savoir. Parce que vous savez, le serpent, l'archétype du serpent, c'est aussi l'archétype de l'usurpateur. Vous regardez, le serpent, c'est celui qui se fait passer pour tout, pour être un homme, pour être Adam, pour être un roi, pour être tout ce que tu veux, alors qu'il est pas tout ça. Mais parce que faut que l'homme il se reconnaisse lui-même. Si l'homme il se reconnaît pas lui-même, du coup il est gouverné par des usurpateurs. Donc le fruit défendu, il n'est pas défendu, il est défendu tant que l'homme il s'est pas reconnu lui-même et tant qu'il n'a pas compris qu'il fallait qu'il active sa parole et qu'il se mette à parler. C'est tout. Donc, croquons le fruit défendu, mais le fruit de la parole. Car, parce que c'est fini d'être des créatures. Par la parole, on devient maître de soi et on équilibre les forces. Voilà, c'est tout.